Salut, bienvenue dans ce cours de 5e consacré à l'eau dans la nature. Alors nous allons tout de suite voir ensemble le fichier et je vais le commenter au fur et à mesure pour te donner quelques informations complémentaires. C'est parti. Alors le premier point, c'est l'eau, à quoi ça sert? Et la réponse est assez immédiate, eh bien c'est que l'eau est une substance chimique qui est indispensable à la vie. En tout cas, la vie telle que nous la connaissons sur la planète Terre, et pour le moment nous n'avons pas encore trouvé de traces de vie ailleurs, eh bien dans toutes les formes de vie connues sur la Terre, il y a de l'eau qui est absolument indispensable. La raison, c'est que les êtres vivants sont tous constitués de cellules, donc certains une seule, c'est ce qu'on appelle les êtres unicellulaires, et ces êtres unicellulaires, donc que ce soit des bactéries, des levures, c'est-à-dire, des champignons, ou bien, des planctons, des protozoaires ou encore d'autres, eh bien, ils sont constitués d'une cellule, c'est-à-dire un ensemble où il y a une membrane, qui fait la différence entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, et puis à l'intérieur, il y a de l'eau. Et dans cette eau, il y a un grand nombre de substances chimiques et de ce qu'on appelle des molécules, qui sont, regroupées et qui peuvent interagir les unes avec les autres. Pourquoi? Eh bien essentiellement parce que l'eau a une grande caractéristique, c'est ce qu'on appelle un excellent solvant. C'est-à-dire qu'elle est capable de dissoudre un grand nombre de substances chimiques différentes. Donc ces substances dissoutes vont pouvoir se rencontrer à l'intérieur du liquide, se déplacer et donc à partir du moment où elles sont susceptibles de se croiser, de se rencontrer, elles peuvent interagir pour faire ce qu'on appelle, des transformations chimiques et c'est grâce à cela que, la complexité peut apparaître. Alors ceci est vrai pour les êtres unicellulaires et c'est évidemment vrai pour les êtres pluricellulaires, c'est-à-dire ceux qui contiennent plusieurs cellules. Donc les grandes variétés d'êtres pluricellulaires, nous avons les animaux, par exemple, les végétaux, les champignons qui forment un groupe à part, les algues vertes et puis il en existe encore d'autres. Alors les humains, évidemment, font partie des animaux, on va revenir dessus dans quelques instants. La planète Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, c'est beaucoup. Je rappelle que 1 milliard c'est 1000 millions et qu'un million c'est 1000 fois 1000. Donc 1 milliard c'est 1000 fois 1000 fois 1000, c'est ce qui est écrit en bleu ici, et c'est-à-dire un 1 avec 9 zéros. Alors ce nombre est considérable, et pour se donner une représentation de ce nombre, eh ben, il faut savoir que actuellement sur Terre il y a un peu moins de 8 milliards d'humains. On estime que d'ici juillet 2022, il y aura 8 milliards d'humains sur la planète. La Terre existe donc depuis 4 milliards et demi d'années. Eh bien, les observations les plus anciennes de traces de vie, datent d'il y a 3,8 milliards d'années, 3 800 millions d'années. Alors il est possible, voire probable qu'il y ait eu des formes de vie avant ces dates-là. La difficulté, c'est de les observer. Et en particulier, il se trouve qu'à la surface de la Terre, le sol, ne reste pas identique à lui-même, il change au cours du temps parce que la planète, évolue, constamment et donc il est très difficile de retrouver, des choses extrêmement anciennes parce que la plupart du temps elles ont disparu ou, elles ont été, mélangées ou noyées dans le reste. En l'occurrence, les traces de vivants les plus anciennes sont observées dans ce qu'on appelle des stromatolites et on sait que ça, c'est quelque chose qui se trouvait au fond des océans. Donc on voit tout de suite, le lien qu'il y a entre l'eau et le vivant. Alors ce dernier point a une conséquence importante, c'est que évidemment on se pose la question de savoir si la vie existe ailleurs que sur Terre, et donc la première chose qu'on va faire en essayant de voir ce qui se passe loin, sur d'autres planètes, voire même plus loin, vers d'autres étoiles, c'est d'essayer d'observer si on peut montrer la présence d'eau et en particulier d'eau liquide. Donc nous verrons dans le chapitre, suivant, que l'eau dans l'univers, nous verrons que l'eau existe sous, ces 3 états, physiques: solide, liquide, gaz, mais visiblement c'est relativement rare au niveau liquide et donc la question se pose de savoir si, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'eau liquide. Venons maintenant plus précisément à l'eau et les humains, et la première chose, c'est que je rappelle que les êtres humains sont des animaux comme les autres. Alors quand je dis comme les autres, vous allez peut-être me dire: «Ah bah non, les humains sont très différents des autres animaux». C'est vrai, mais il faut bien comprendre que tous les êtres vivants sont très différents des autres êtres vivants. Donc nous, les humains, on a tendance à, considérer que nous sommes à part et qu'il y a d'un côté les humains et de l'autre côté tout le reste, mais c'est une manière de faire qui est totalement artificielle. On dit qu'elle est anthropocentrée, anthropos, c'est l'homme, l'humain,
et donc elle est vue de notre point de vue. Et si on se plaçait du point de vue, des fourmis ou des mouches ou bien, des bactéries, eh bien, le la perception de notre environnement serait très différente. En fait, tous les êtres vivants ont des particularités et sont capables souvent de faire des choses extraordinaires qu'ils sont seuls à être capables de faire. Alors, les humains évidemment font partie des êtres pluricellulaires et l'ensemble de nos cellules forment ce que nous appelons, l'organisme. Eh bien, dans chacune de nos cellules, il y a de l'eau, et puis entre les cellules, dans le milieu interstitiel, il y a aussi de l'eau. Donc la proportion d'eau, elle varie suivant les personnes. Donc si vous êtes un bébé, par exemple, vous avez une proportion d'eau qui est beaucoup plus importante que si vous êtes un vieillard. Si vous êtes obèse et que vous avez beaucoup de graisse, eh bien, vous avez une proportion d'eau qui est plus faible, parce que les graisses et l'eau ne se mélangent pas, et donc les cellules, grasses ne contiennent, très peu d'eau, en fait, donc la proportion va changer. Donc suivant, vos caractéristiques, eh bien, vous allez avoir une quantité d'eau qui varie un peu. Et puis même au cours de la journée, ça varie. Donc évidemment, si vous venez de manger, de boire, vous allez avoir, dans les minutes qui suivent, une concentration en eau qui sera plus importante que si vous avez marché toute une journée au soleil, dans le désert, alors qu'il fait extrêmement chaud. De manière générale, on va donner une valeur moyenne, on va estimer que la proportion d'eau dans le corps humain en masse, c'est à peu près 60-65. Donc sur l'image de droite, on voit que dans les organes, il y a, des variations importantes suivant les organes. Mais même les os qui constituent le squelette contiennent plus de 30 d'eau. On peut voir, ce qui peut paraître surprenant, que c'est dans les poumons que la proportion d'eau est la plus grande. Alors quand notre corps va fonctionner, eh bien, nous allons perdre de l'eau. Alors nous allons perdre de l'eau essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous permet d'éliminer les déchets. C'est ce qui va se passer quand, on va aller aux toilettes et qu'on va uriner ou déféquer. Et puis c'est aussi ce qui va se passer quand on va transpirer, donc on va éliminer des déchets. Et puis la deuxième raison, c'est en particulier la régulation de la température du corps, qu'on appelle l'homéostasie. Donc ça se fait aussi, grâce à l'élimination d'eau. Donc quand on transpire, la sueur, c'est quelque chose qui permet de réguler la température à 37 °C. Donc même quand on ne fait rien, qu'on est allongé en train de dormir, eh bien le fonctionnement du corps fait que nous allons perdre de l'eau. Et nous allons perdre 2 à 3 litres d'eau par jour pour un adulte moyen. Eh bien, cette quantité d'eau que nous perdons, il faut la renouveler. Parce que si nous ne la renouvelons pas, eh bien très rapidement, il y a une dégradation des fonctions de l'organisme et des cellules qu'il constitue. Et ça peut être dangereux, voire même catastrophique. Donc concrètement, eh bien, quand on perd de l'eau, on la remplace en buvant et puis aussi en mangeant. Puisque dans la mesure où je vous dis que le corps humain contient 65 d'eau, eh bien c'est pareil, par exemple, pour une vache. Donc si vous mangez de la viande, un steak de bœuf, eh bien, vous absorbez aussi de l'eau. Si vous mangez des légumes, une carotte ou bien, un fruit, je sais pas, une pastèque, c'est une très, très, très grande proportion d'eau, dans ces légumes. Donc il y a la boisson, mais il y a aussi la nourriture qui va nous permettre de récupérer de l'eau. Alors que se passe-t-il si on se déshydrate, c'est-à-dire si on perd de l'eau et qu'on ne le remplace pas? Eh bien, notre situation se dégrade. Donc dans un premier temps, on a soif, ensuite, on a la bouche sèche, les muscles fonctionnent moins bien, donc ça veut dire que quand on fait du sport, il est très important de s'hydrater au fur et à mesure. Vous avez parfois des gens qui vous disent qu'il faut surtout pas boire pendant qu'on fait du sport, et puis certains même, mettent un je sais pas, un K-Whey ou quelque chose comme ça pour transpirer énormément, sans boire, en faisant des efforts au soleil. C'est, une idée absurde qui est catastrophique, parce que, non seulement vos performances physiques vont diminuer, mais en plus vous risquez des blessures et des accidents. Vous risquez, des déchirures ou des claquages musculaires. Vous risquez, de vous abîmer les tendons, de faire des tendinites, voire même des ruptures. Et puis, si vous insistez, vous allez avoir, des maux de tête, vous allez avoir envie de vomir et ça peut aller, jusqu'à la perte de connaissance ou le coma, voire même, la mort dans les cas les plus catastrophiques. Donc, évidemment, ça n'arrive pas quand on fait du sport comme ça, sauf cas exceptionnel, hein, ça peut arriver quand on court le marathon, dans des pays, où il fait extrêmement chaud, si on s'hydrate pas correctement. Il est indispensable quand on fait du sport de s'hydrater au fur et à mesure. Si vous regardez des joueurs de tennis, généralement, à chaque changement de côté, quand il y a tous les 2 jeux, eh bien, ils boivent quelques gorgées. Alors il ne s'agit pas de boire, 1,5 litre d'eau d'un coup, ce qui va vous gêner parce que
ça va vous remplir l'estomac, mais il faut boire quelques gorgées régulièrement et tous les quelques minutes. Passons maintenant aux usages de l'eau. Eh bien, l'eau est utilisée, tous les jours dans l'ensemble des activités humaines. Alors la consommation que nous faisons de l'eau, varie énormément, suivant les personnes, suivant le type d'activité qu'on est en train de décrire et puis aussi suivant les endroits du monde. Alors on va voir un petit peu, dans le monde, donc si vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, il y a des documents qui sont publiés là-dessus et on vous dit la chose suivante, c'est que les recommandations de l'OMS, c'est qu'il faut au moins 20 litres d'eau par jour et par personne, c'est le strict minimum c'est le minimum vital, hein, pour les besoins fondamentaux d'hydratation, donc pour boire et puis pour l'hygiène personnelle. Dans la pratique, en fait, 20 litres, c'est très, très peu. On voit que c'est, à peu près, la consommation des gens qui vivent dans l'Afrique subsaharienne, donc dans les régions, proches du désert et où ils ont un déficit d'eau qui est, catastrophique et donc les conditions de vie sont très, très, très dures. Si vous avez un peu plus d'eau, environ 50 litres par jour, vous pouvez vivre plus correctement et on considère qu'il y a un confort qui est relativement, satisfaisant à partir de 100 litres par jour et par personne. Donc si on regarde la ligne verte en bas de l'écran, je t'ai indiqué quelques pays du monde ou quelques régions du monde et tu vois qu'il y a des disparités, des différences qui sont considérables. Au Canada ou aux États-Unis d'Amérique, on consomme 360 litres d'eau par jour et par personne. Si par contre on regarde l'ensemble de l'Asie, ou bien l'Amérique latine, on est entre 50 à 100 litres, avec des pays, comme l'Inde par exemple, où on est à autour de 25 litres par jour, par personne, ce qui est très peu. Alors qu'en est-il de la France? Eh bien, pour la France, nous vivons dans une situation qui est confortable, puisque en moyenne, un habitant, utilise 150 litres d'eau par jour. Alors je dis bien en moyenne, parce que, ça varie. On voit par exemple qu'en 2004, on était à 165 litres, par jour par, habitant et puis, en 2012, on avait un petit peu diminué. Donc on a une petite tendance à consommer un petit peu moins maintenant, parce qu'on essaie de faire un peu plus attention, sachant que cette consommation est passée en quelques décennies de 100 litres par jour par, habitant à, autour de 150. On voit que pour, l'ensemble du monde, c'est énormément moins puisque pour l'ensemble du monde, c'est autour de 40 litres par jour par habitant. Ça veut dire qu'il y a donc un grand nombre d'endroits dans le monde où les conditions de vie sont très difficiles concernant, l'accès à l'eau et en particulier à l'eau potable, c'est-à-dire l'eau qui est de bonne qualité pour qu'on puisse, se nourrir ou la boire directement. Alors attention, parce que ces 150 litres par jour par personne, c'est, la consommation qu'on fait directement. Mais en fait, si on tient compte de toute l'eau qu'on va utiliser, il faudrait compter plutôt 2000 litres par jour pour chacun, d'entre nous. Pourquoi? Eh bien parce que nous nourrissons et donc pour la chaîne agroalimentaire en particulier, ben, pour l'élevage, hein, c'est-à-dire pour élever les animaux et puis aussi pour l'agriculture, pour, faire pousser du blé, du maïs et autres, on utilise des très grandes quantités d'eau. Alors si on prend la quantité globale d'eau et ensuite on la ramène, au nombre d'habitants, nous voyons que en fait la consommation totale est autour de 2000 litres par jour par humain. Voilà, donc le vrai chiffre à retenir dans l'usage quotidien, c'est 150 litres d'eau par jour par, habitant en France, mais il faut savoir que si on tient compte de tous les usages de l'eau, alors on monte à 2000 litres par jour. Alors justement, quand on dit qu'on utilise l'eau à d'autres endroits, eh bien qu'en est-il? Donc le petit b, quantité d'eau utilisée en France suivant les secteurs d'activité. Alors là, il faut faire une nuance entre 2 mots, le premier qui est consommation et le second qui est prélèvement d'eau. On va commencer par le second, le prélèvement. Eh bien, un prélèvement d'eau, c'est quoi? C'est tout simplement toute l'eau que vous allez utiliser à un moment ou à un autre, sachant qu'une partie de cette eau, une fois qu'elle a été utilisée, elle est restituée et elle est donc à nouveau disponible. Je vais donner un exemple, en dessous. Cet exemple, c'est celui de la production d'énergie. Alors, comme tu le sais certainement, en particulier pour l'électricité, eh bien, on va utiliser des centrales thermiques où on va brûler du charbon ou du pétrole ou, on va utiliser des combustibles nucléaires et puis, grâce à ça, on va pouvoir, produire de l'électricité avec un système que tu verras en classe de troisième qu'on appelle un alternateur. Eh bien, il faut refroidir, la centrale et pour refroidir la centrale, eh bien, la centrale est construite près d'un cours d'eau, généralement un fleuve. Il y a une très grande rivière et on détourne l'eau qui va servir à faire un refroidissement. Alors il n'y a pas de pollution à ce niveau-là, hein, c'est parfaitement contrôlé
Et puis, par contre, il y a une élévation, contrôlée aussi, de la température de la rivière et une fois que l'eau est passée, elle a servi à refroidir, et bien elle est restituée au sein de la rivière. Alors évidemment, c'est très encadré parce qu'il n'est pas question de réchauffer l'eau de manière exagérée, parce que ça aurait un impact considérable sur la faune et la flore. Donc cette eau qui est utilisée, en fait, est restituée puisqu'elle continue après, dans le cours d'eau. Donc si tu regardes le graphique avec les camemberts, enfin, sur la droite, tu vois que l'énergie représente 64 de, le du prélèvement d'eau, donc une part considérable, mais comme une très grande partie est restituée, au final, dans le deuxième camembert, celui qui est, en bas à gauche, la part de l'énergie n'est plus que de 22 d'utilisation, de consommation réelle. Donc une grande part a été utilisée, prélevée et restituée, et une part plus, raisonnable, 22 a été consommée. La consommation, c'est, comme, c'est indiqué dans la définition, ça correspond à la quantité d'eau qui est prélevée, mais qui est réellement utilisée et qui ne peut pas être, restituée, directement, à l'environnement. Exemple, c'est le numéro 2, l'activité agricole. Eh bien, quand tu vas irriguer des plantes, elles vont absorber de l'eau. Il y a une partie de l'eau qui va s'infiltrer dans le sol ou qui va s'évaporer et que tu vas pas pouvoir réutiliser. Donc c'est de l'eau qui est consommée. Eh bien là, on voit que c'est le contraire. On voit qu'au niveau du prélèvement, l'activité agricole dans le camembert en haut à droite ne représente que 9 mais comme l'essentiel de cette, partie-là est effectivement consommé sans être restitué, ça représente 48 c'est-à-dire la moitié de la consommation. Donc bien faire la différence entre prélèvement, avec restitution, et consommation sans restitution immédiate. Au quotidien, nous utilisons de l'eau, dans les usages domestiques que nous allons voir au petit c, mais il y a des tas d'endroits où on utilise de l'eau sans que nous nous en rendions vraiment compte. C'est ce qui se passe dans l'industrie, en général et puis, dans l'industrie agroalimentaire en particulier. Donc ici, je t'ai donné quelques exemples. Alors ceux qui sont en rouge, ça serait bon de les savoir, les autres aussi, pourquoi pas, mais c'est surtout pour avoir des ordres de grandeur. Donc, quand on fabrique, 1 kilogramme de matière plastique, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau, on a besoin que de 2 litres d'eau. Si on veut faire un savon, 1 kilogramme de savon, on a besoin de 20 litres d'eau. Pour le ciment, 35 litres d'eau. Pour l'alcool, 100 litres d'eau, et on voit déjà que pour le sucre, par exemple, pour un seul kilogramme de sucre, on utilise 350 litres d'eau. Alors ça peut paraître beaucoup, mais si on étudie, l'industrie, du sucre, par exemple en Alsace, nous avons à Erstein, une production, de sucre, et bien, avec la betterave sucrière, et bien, la betterave, évidemment, il faut la produire, ensuite il faut la laver, ensuite il faut la broyer, après il faut la faire tremper pour extraire le sucre, donc on la fait tremper dans l'eau, et ainsi de suite, et après on fait évaporer l'eau et on récupère le sucre. Bien, ces activités, utilisent une grande quantité d'eau, et donc à l'arrivée, pour 1 kilogramme de sucre, il faut 350 litres d'eau. Pour l'acier, par exemple, j'ai mis 450 litres. En fait, parfois, il y a des fourchettes. L'acier, par exemple, ça varie, entre 300 et 600 litres, donc ça va dépendre des procédés, du type d'acier. Donc les valeurs que je donne sont indicatives. Si tu fais toi-même des recherches, sur, internet, par exemple, il est possible que tu trouves des valeurs un peu différentes. Voilà pour 1 kilogramme de papier, 500 litres d'eau. Dans l'agriculture, pour le blé, 600 litres, pour le maïs, je ne l'ai pas indiqué dans le tableau, c'est 450 litres. Une vache laitière, elle boit une quantité d'eau qui est considérable, hein, puisque ça varie entre 65 et 90 litres d'eau par jour. Donc là, on voit qu'on a des chiffres qui sont assez impressionnants. Alors ça, c'est ramené à un seul kilogramme, mais si on prend un objet complet, comme par exemple une automobile, eh bien, on utilise des quantités qui sont énormes, 350 000 litres d'eau, 350 mètres cubes. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, en fait, aux différentes étapes de la construction, et de la création de la voiture, eh bien, on va utiliser, des matériaux, des métaux, donc il va falloir faire de l'extraction, il va falloir, des machines-outils, il y a de la peinture, du nettoyage. Il y a tout un tas, d'étapes intermédiaires dans lesquelles, même si nous, ne nous voyons pas, on va utiliser de l'eau, et à l'arrivée, ça fait un chiffre qui est considérable. À 350 000 litres, mais il faut pas oublier qu'une voiture, ça pèse 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kilogrammes. Donc ça ramènerait à peu près à 350 litres au kilogramme, c'est-à-dire des ordres de grandeur comparables à avant. Le point qui est important à souligner, c'est de se rendre compte qu'on utilise énormément d'eau et que donc, ne pas gâcher, ne pas jeter, des objets dont on considère qu'ils sont un peu vieux,
Eh bien, c'est un progrès pour l'environnement, puisque chaque fois qu'on jette quelque chose qui pourrait encore continuer à être utilisé, ça oblige à fabriquer un autre à la place et donc à utiliser des ressources premières. Des ressources primaires de l'eau, mais aussi évidemment toutes les autres ressources. Passons maintenant aux usages domestiques de l'eau. Alors les usages domestiques, domos en latin, ça veut dire la maison. Donc un domestique, c'est celui qui travaille à la maison. Donc les usages domestiques, c'est ceux qu'on fait à la maison, donc au quotidien. Or, on voit ici sur les images que je te propose, qu'il y a, un certain nombre de postes différents. Alors évidemment, quand on a une piscine, c'est tout de suite des très grandes quantités puisqu'il faut 50 000 à 80 000 litres d'eau pour remplir une piscine. Mais, tout le monde n'a pas de piscine, donc si on se concentre sur le document de droite, on voit que le premier poste de consommation d'eau, c'est, pour se laver et donc 40 39 pour les bains et les douches. Voilà, une douche, c'est 60 ou 70 litres, d'eau en moyenne. Un bain, c'est plutôt 250-300 litres. Alors il y a différents postes, par exemple, pour le linge, pour la vaisselle et ainsi de suite et contrairement à ce que s'imaginent souvent les enfants, ben, la boisson, c'est presque rien. Presque rien, puisque sur les 150 litres d'eau que tu vas consommer dans la journée, il va y avoir, 1,5 litre de boisson, c'est-à-dire 1/100, donc 1. Donc il faut apprendre à gérer cette ressource qui est rare et à essayer de limiter la consommation. Donc on peut vivre tout à fait correctement, mais en prenant des meilleures habitudes pour ne pas, tirer la chasse d'eau, tous les 30 secondes, couper, l'eau de la douche pendant qu'on est en train de se laver, ou bien l'eau du robinet pendant qu'on est en train de se brosser les dents et ainsi de suite. Il est à noter aussi que quand on a un robinet qui fuit, par exemple, même goutte à goutte, c'est des milliers et des milliers de litres qui sont gâchés chaque année. Donc on estime qu'il y a, 10-15, parfois 20 de pertes, d'eau, liées aux fuites. Donc souvent, c'est une question d'entretien, les gens n'ont pas les moyens de le faire ou bien n'y pensent pas ou ne veulent pas investir et en fin de compte, ils dépensent plus d'argent, dans la consommation de la matière première, l'eau, que dans les réparations qu'ils pourraient faire, plus rapidement. Donc c'est bien dommage et il faut, faire attention à ce point-là. Alors quand nous utilisons de l'eau, que ce soit pour, les WC ou bien, la vaisselle, eh bien, cette eau, une fois qu'elle a été utilisée, elle part dans les canalisations et elle va repartir vers les égouts. C'est ce qu'on appelle les eaux usées. Alors dans ces eaux usées, on définit 2 grandes familles. Les eaux usées dites ménagères, qui sont dessinées en gris ici, c'est celles qui correspondent, aux machines à laver, enfin tout ce qui est, lavage, y compris pour nous-mêmes. Donc quand on se lave, qu'on prend une douche ou bien qu'on fait la vaisselle. Donc c'est des eaux qui sont, souvent, chargées de graisse, de savon et de choses comme ça. Et puis il y a les eaux vannes ou eaux noires, qui sont celles qui proviennent, des WC et donc celles-là sont souillées par des matières organiques, et donc sont, potentiellement contiennent des microbes dits pathogènes. Donc pathogènes, ça veut dire qu'ils donnent des maladies, donc ça veut dire que ces eaux-là, quand elles vont arriver, dans les égouts, eh bien il va falloir, au même titre que les autres d'ailleurs, les récupérer, les traiter et donc il y a tout un circuit, un cycle de l'eau, domestique pour, récupérer ces eaux-là et les rendre de nouveau propres et donc on en parlera plus tard quand on aura vu les différentes techniques, de séparation et autres. Alors évidemment, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que les usages, vraiment strictement à la maison, il y a aussi, tout ce qui concerne, la restauration, l'hôtellerie, les ateliers, les établissements scolaires, les bureaux et cetera. Bref, tous les endroits où on utilise de l'eau. Donc il y a, des services de l'eau en France et comme dans les autres pays, qui sont donc des entreprises importantes avec différents domaines spécialisés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de choses à savoir et à apprendre et j'espère que tu as découvert deux-trois choses que tu ne connaissais pas, qui t'ont peut-être surprise. Donc bon travail et à bientôt. Ciao, ciao.